Dans l'ombre du New York du XIXe siècle, une femme a bâti un empire lié aux hommes les plus riches et les plus puissants de la ville. Elle s'appelait Fanny White, une maquerelle légendaire qui est passée de la pauvreté à devenir l'une des femmes les plus notoires de Manhattan. Derrière le faste de ces somptueux bordels se cachèrent des rumeurs d'influence, de corruption et de liens secrets avec l'élite new-yorkaise. Mais qui était vraiment Fanny White ? Une manipulatrice impitoyable, une femme d'affaires avisée, ou simplement une femme qui survivait dans un monde dangereux. Aujourd'hui, nous dévoilons sa fascinante histoire vraie. La femme qui allait devenir connue sous le nom de Fanny White est née dans le village de Cherry Valley, dans l'État de New York, le 22 mars 1823. Elle fut baptisée sous le nom de Jane Augusta Funk et était la fille aînée de Jacob et Jane Funk. Jacob était un immigrant allemand arrivé à New York vers 1820, puis il s'est installé à la campagne où il a fondé une famille avec Jane. Tragiquement, Jane l'aînée est décédée au début des années 1830 alors que la jeune Jane avait environ 8 ans. À cette époque, la famille vivait à Long Island, dans la baie de Wallabout. Malgré leur début en tant que famille immigrée relativement pauvre, le père de Jane avait réussi à acquérir une ferme assez grande ici. Donc la famille était loin d'être démunie et commençait à bien s'en sortir. Ils sont également arrivés au moment idéal. Dans les années 1840, New York était en plein essor et devint rapidement le centre commercial d'une nation prospère qui allait devenir la plus grande économie du monde à la fin du siècle. Grâce à cette prospérité, Jane et ses frères et sœurs ont reçu une éducation convenable pour leur époque, leur lieu et leur statut social, Jane étant décrite comme une jeune femme studieuse. Une brochure publiée plus tard sur sa vie affirmait que, je cite, « Pour l'éducation de la jeune femme, l'argent et les soins avaient été prodigués avec générosité et discernement », tandis qu'elle montra vite un talent remarquable pour assimiler les enseignements destinés aux jeunes femmes instruites. Dès son plus jeune âge, elle écrivait des vers d'une qualité supérieure, surpassant les jeunes femmes de son entourage. Pourtant, malgré son intelligence et son éducation respectable, la vie de Jeanne était sur le point de prendre une tournure plus sombre. Selon des récits ultérieurs, alors qu'elle n'avait que 17 ou 18 ans, elle devint la victime d'un séducteur, un homme plus âgé qui aurait charmé la jeune Jeanne avec des promesses d'amour et de mariage avant de finalement l'abandonner. Dans l'Amérique du XIXe siècle, peu de scandales pouvaient détruire une femme de façon aussi complète. Une femme qui avait été séduite et abandonnée était souvent considérée comme moralement ruinée, rejetée de la société bourgeoise respectable et laissée à affronter le monde seule. Et c'est peut-être à cause de cela qu'elle partit bientôt pour New York. Lorsque Jeanne avait environ 19 ans, elle a déménagé à New York où son frère vivait et travaillait comme charpentier. Comme mentionné, New York était en plein essor, mais pour saisir le monde qu'elle intégrait, il est utile de replacer cette croissance en perspective. En 1800, la ville n'était guère plus qu'une bourgade d'environ 60 000 habitants regroupés dans le sud de Manhattan. En 1850, elle était devenue une métropole tentaculaire de plus d'un demi-million d'habitants, avec des ramifications tout autour de l'Hudson. Mais malgré la croissance récente de la ville, Jeanne arriva avec peu d'opportunités et de contacts, et ne put trouver du travail que dans un hôtel, enchaînant de longues heures de labeur épuisant et mal payé pour tenter de subvenir à ses besoins. Chaque jour, elle travaillait dans le bruit, la fumée et la foule de cette ville en expansion, loin de la paisible vie à la ferme d'autrefois. Pourtant, New York était une ville de tentation autant que d'opportunités, et il ne fallut pas longtemps avant que Jeanne ne se retrouve attirée dans un monde bien plus sombre. À mesure que la ville explosait, le nombre d'hommes recherchant un certain type de service augmentait lui aussi. Dans les années 1840, Manhattan abritait déjà ce qui était probablement des milliers de femmes travaillant dans la prostitution, un monde caché de bordels, de salles de danse et de pensions faiblement éclairées. La plupart des femmes ne restaient que quelques années avant de partir vers d'autres vies, espérant s'en sortir grâce à l'argent gagné. Jeanne les a bientôt rejointes elle-même, adoptant le pseudonyme de Fanny White. On la décrivait comme étant d'une beauté inhabituelle, tant par sa silhouette que par ses traits, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne se fasse un nom. Au milieu des années 1840, elle vivait dans un bordel au 51 Leonard Street, ironiquement juste en face de l'endroit où se trouve aujourd'hui la New York Law School et à 2 pas de la tour Jenga. C'était un endroit courant pour les prostituées dans le sud de Manhattan à l'époque, à l'ouest de Chinatown et juste en dessous de Soho.
Une amie à elle, Kate Hastings par exemple, tenait un autre bordel juste en face. Ensemble, ces femmes faisaient la partie d'une classe croissante de maquerelles ambitieuses qui se taillaient des fortunes dans l'ombre de la croissance explosive de New York. Fanny prouva rapidement qu'elle était l'une des plus prospères parmi elles. En 1851, Fanny acquit sa propre propriété au 119 Mercer Street, la transformant en un bordel discret mais luxueux de haut standing qui accueillait certains des hommes les plus puissants d'Amérique. Derrière ces portes closes défilaient tas des marchands, de riches hommes d'affaires, des membres du Congrès et même des membres du corps diplomatique en visite à New York. Mais diriger un tel établissement exigeait bien plus que beauté et charme. Le succès dépendait de la discrétion, de l'influence et du maintien de bonnes relations avec la police et les responsables de la ville. Bien que la prostitution soit condamnée publiquement, la ville en profitait via une lourde taxation, supposant que des femmes comme Fanny n'oseraient pas défier les autorités en justice. Mais elle n'était pas du genre à se laisser faire. Les archives judiciaires révèlent que prostituées et tenancières de bordel contestaient souvent leurs taxes par procès et appel. Fanny ne faisait pas exception, et elle avait rapidement amassé une petite fortune. En 1853, elle était imposée sur 11 000 $ de biens immobiliers et 5 000 $ de biens personnels, des sommes qui faisaient d'elle une femme riche selon les standards du milieu du XIXe siècle. À présent, Fanny White n'était plus simplement une autre prostituée du Lower Manhattan. Elle était riche, bien entourée et fréquentait des hommes puissants, dont un admirateur dont l'obsession pour elle allait bientôt déclencher un scandale national. Bien que Fanny White se soit déjà construit une vie remarquable dans l'ombre de la société new-yorkaise, nous n'aurions probablement jamais entendu parler d'elle si ce n'était de sa relation avec un certain Daniel ou Dan Sickles. Sickles, homme politique new-yorkais en ascension, avait été élu à l'Assemblée de l'État de New York en 1847. Il était bien connecté à la machine politique de Tammany Hall, qui contrôlait la politique de la ville de New York jusqu'au XXe siècle. White l'a rencontré pour la première fois vers son élection, alors qu'il avait 28 ans et elle 24. Leur relation s'est développée progressivement et, en 1850, Sickles était bien plus qu'un simple client. Lui et White avaient entamé une sorte de relation, même si elle continuait à travailler comme courtisane et avoir d'autres clients importants. Sickles était un personnage anticonformiste. Il était flamboyant et ne faisait preuve d'aucune discrétion en ce qui concernait White. Par exemple, une fois, il est arrivé à l'Assemblée d'État à Albany, accompagné de Fanny elle-même, provoquant l'indignation parmi ses collègues députés, dont beaucoup la reconnaissaient comme une fille de joie. Il l'a présentée ouvertement aux gens à l'hôtel où il séjournait dans la capitale de l'État et, selon des récits ultérieurs, le couple aurait même passé une soirée en ville avec White déguisé en homme, une aventure qui se serait terminée par une nuit en prison pour tous les deux. En même temps, il ne serait pas tout à fait exact de dire que Fanny White est devenue une sorte de femme entretenue pendant la période où elle voyait Sickles. Elle était déjà riche et la relation était réciproque. Par exemple, il existe une trace de sa contribution à la campagne électorale de Sickles. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran.
Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. La relation entre Fanny et Sickles est devenue encore plus scandaleuse en 1852, après qu'il ait épousé Teresa Baggioli, la fille âgée de 16 ans d'un célèbre compositeur et professeur de musique italien. Sickles traitait sa femme avec mépris et continuait à voir Fanny ouvertement. En fait, c'était encore pire. Les registres fiscaux du bordel de White en 1851 mentionnaient un certain monsieur Baggioli comme contribuable. Cela suggère l'une de ces deux choses. La première possibilité est que le père de Teresa, Antonio, était un client de Fanny, auquel cas Dan et son futur beau-père étaient landés tous deux ses amants. Sinon, Sickles utilisait le nom de son futur beau-père pour ouvrir des lignes de crédit et régler la facture fiscale du bordel de White. Le mariage l'année suivante paraît plus une tentative d'éviter un scandale qu'une union romantique, une fois la grossesse de Teresa évidente. Lorsque Fanny a appris le mariage, des rumeurs ont circulé à New York selon lesquelles elle était tellement furieuse qu'elle est allée le voir elle-même, le frappant avec une cravache. Et leur relation est devenue encore plus notoire en 1853, après que le président Franklin Pierce a nommé Sickles secrétaire de James Buchanan, l'ambassadeur américain en Grande-Bretagne et futur président lui-même. Au lieu d'emmener sa nouvelle épouse avec lui lorsqu'il est parti pour Londres, Sickles était accompagné de Fanny White. Il a laissé Teresa à la maison pour garder leur petite fille. Quand Fanny partit pour l'Europe, elle confia son bordel à Kate Hastings, illustrant l'entraide entre ces maquerelles de la haute société dans le Manhattan, d'avant la guerre de sécession. Après son retour à la maison, Hastings a rendu l'établissement à White. En Grande-Bretagne, Sickles a provoqué un nouveau scandale en s'installant non seulement avec White, mais aussi en décidant de l'emmener avec lui et de la présenter à la cour britannique. Cela comprenait un événement présumé où il l'a présentée à la reine Victoria comme une certaine Madame Bennet. Le nom aurait apparemment été utilisé comme une plaisanterie détournée à propos du rédacteur en chef du New York Herald, James Gordon Bennett, que Sickles détestait profondément. Ils étaient peut-être loin de chez eux, mais il n'a pas fallu longtemps avant que les rumeurs ne commencent à circuler selon lesquelles la femme accompagnant Sickles n'était pas son épouse. Fanny aurait ensuite me traversé la Manche pour se rendre en France, entamant une tournée somptueuse et de plus en plus flamboyante à Paris et dans d'autres villes européennes. Partout où elle allait, elle attirait l'attention. Lors d'un incident notoire, elle aurait été expulsée d'un opéra parisien après s'être visiblement enivrée pendant une représentation. Finalement, en 1854, Fanny rentra chez elle, mais en quelques années, elle se retrouverait au centre d'une controverse encore plus grande et plus tragique. Après son retour, Fanny ne fut pas troublée par ce qui s'était passé en Europe. De retour à New York, par exemple, elle continuait à compter parmi ses clients certains des hommes les plus riches et influents de la ville, et elle devait être très charmante et attirante, bien que l'on ne possède aucune photo d'elle. À la place, tout ce qui est en tout ce que nous avons, ce sont quelques croquis d'elle. Un playboy new-yorkais, un héritier semi-millionnaire nommé Jake Leroy, a fait sensation en se promenant sur Broadway dans sa voiture tape à l'œil, l'équivalent d'une voiture de sport au XIXe siècle, accompagnée de Fanny. Sickles est ensuite rentré de Londres en 1855 et a remporté l'élection au Congrès l'année suivante. La relation entre lui et Fanny n'a jamais vraiment repris après son retour en Amérique, en grande partie parce qu'il est allé vivre à Washington, D.C. Là-bas, son infamie grandit de nouveau à la fin des années 1850. Sa femme, d'une patience à toute épreuve, entama une relation avec Philip Barton Key II, le procureur fédéral du district de Columbia. En février 1859, Sickles a abattu et tué Key de sang-froid après l'avoir trouvé rôdant devant la maison de ville qu'il partageait avec Teresa. Incroyablement, il a été acquitté lors du procès qui a suivi, devenant ainsi la première personne de l'histoire des États-Unis à utiliser avec succès la défense fondée sur la démence temporaire. En 1856, alors que Sickles partait pour Washington et qu'elle atteignait le milieu de la trentaine, il y avait des signes que White se lassait des réalités quotidiennes de sa profession. Cette année-là, elle confia la gestion de son bordel de Mercer Street à Clara Gordon, une prostituée qui avait été la protégée de Kate Hastings. White s'installa plutôt dans une résidence sur la 12e rue avec 2 femmes. Cela semblait être une décision sociale plutôt que financière. Elle avait sûrement les moyens de vivre seule à cette époque, mais a sans doute choisi de partager son logement avec ses femmes pour avoir de la compagnie. Elle possédait plusieurs maisons en ville et des milliers de dollars en liquidité.
Peu de temps après sa retraite, Fanny a entamé une relation avec un jeune avocat de la défense pénale du nom d'Edmund Blankman, qui était à la fin de la vingtaine et qui n'était pas troublé par les histoires sur Fanny remontant aux années 1840. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, lorsque Fanny avait 36 ans et qu'Edmund en avait 29. Malheureusement, le mariage s'est révélé presque aussi troublé que celui entre son ancien amant Dan Sickles et sa femme Teresa. Edmund semblait s'intéresser à l'une des nièces de Fanny, et il a également commencé à la pousser à lui céder le titre de propriété de l'un des biens qu'elle possédait à Manhattan. Jane est morte dans des circonstances mystérieuses le 12 octobre 1860 à l'âge de 37 ans. Une autopsie officielle a conclu qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral, mais elle était assez jeune pour que cela se produise. Son frère soupçonnait qu'Edmund l'avait en réalité empoisonnée et a demandé une enquête sur sa mort. Bien que le réexamen ait révélé des signes d'exposition à la tuberculose et à la syphilis, ainsi que des symptômes de maladies cardiovasculaires et d'importantes hémorragies cérébrales, cela n'a rien changé. Le verdict officiel concernant sa mort n'a pas changé, et une lutte acharnée s'est engagée entre la famille de Fanny et son ancien mari. Comme Fanny n'avait pas d'enfant, mais avait amassé une fortune pendant ces années au centre de la pègre new-yorkaise, ses proches ont accusé Edmund d'avoir falsifié son testament dans le but de s'emparer de son immense héritage. Mais au final, c'est l'avocat qui l'a emporté. Edmund est parti avec la plupart de la fortune que Fanny avait amassée en 18 ans, comme l'une des courtisanes et maquerelles les plus notoires de New York. Au moment de sa mort en 1860, elle possédait ce que l'on décrivait comme 3 magnifiques demeures en ville, ainsi que d'autres propriétés. L'ensemble de ses biens immobiliers et de ses propriétés était estimé entre 50 000 et 100 000 $, ce qui faisait d'elle une multimillionnaire en termes monétaires actuels. Elle avait aussi montré une grande générosité envers sa famille élargie. Elle a donné des milliers de dollars à son frère et à d'autres membres de sa famille au fil des ans. Elle a financé l'éducation de ses nièces, aidé des proches à louer un logement et assisté un frère ou une sœur à trouver un emploi. Après sa mort, Fanny a été enterrée dans le caveau familial Blankburn au cimetière Greenwood à Brooklyn, bien que des membres de la famille Funk auraient préféré qu'elle repose dans leur propre caveau familial. Dans l'ensemble, son histoire est un exemple remarquable de la façon dont, dans l'Amérique chaotique et en pleine expansion des années 1840 et 1850, une femme issue de milieux modestes pouvait s'élever dans l'ombre de la haute société, amasser une immense fortune et devenir le centre de scandales sans fin. Pourtant, malgré tout ce qu'elle a acquis, Jane Augusta Funk n'a pas vécu assez longtemps pour en profiter. Son ascension soudaine s'est terminée presque aussi brusquement qu'elle avait commencé. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Fanny White. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé de cette vie et si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci sur les courtisanes ou les femmes qui sont les amantes d'hommes riches, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'espère aussi que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.